Madame, Monsieur, bonsoir. Autonomisation de la femme ou l'intégration économique de la gente féminine au menu de questions d'actu ce soir. Lundi, au Parlement, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a rappelé des réalités bien tristes pour un pays qui consacre l'égalité des chances dans sa constitution. Ainsi, selon l'indice d'écart de genre, le Gender Gap Index, le Maroc est classé à la 144e place mondiale. Et pour cause, les chiffres que je vais vous annoncer risquent de vous choquer. Seule une femme sur 10 reçoit une rémunération pour son travail. 2 femmes sur 10 sont actives sur le marché du travail au Maroc. Et à l'école, 60% seulement des filles ont accès à l'école primaire. Pourtant, la vision royale ne cesse de placer les intérêts de la femme au premier plan et reflète le choix ferme de son autonomisation à tous les niveaux. Et d'ailleurs, il y a un an, presque jour pour jour, dans le discours commémorant la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI a rappelé une vérité essentielle. Quand les femmes accèdent pleinement à leurs droits, elles ne portent aucun préjudice aux hommes, pas plus qu'elles ne s'en font tort. De fait, la condition sine qua non pour que le Maroc continue de progresser est qu'elles occupent la place qui leur échoit et qu'elles apportent leur concours efficient à toutes les filières de développement. Fin de citation. Donc, un an plus tard, l'exécutif réagit en mettant en place un plan triennal d'égalité. D'abord en créant une commission de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, en attendant cette fameuse loi cadre sur l'égalité et la parité hommes-femmes, avec aussi ce programme Al-Jisr, ou le pont. On espère faciliter l'accès des femmes au marché de l'emploi et à développer leurs compétences entrepreneuriales, en tout cas selon les ambitions affichées par le gouvernement. Alors que pensent les militantes et les entrepreneurs de ces annonces et quelles sont leurs recommandations pour améliorer ces fameux indicateurs liés à l'autonomisation sociale, économique et politique des femmes? Réponse avec elles sur ce plateau. J'accueille professeur Amina Kshirid, enseignante chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également présidente du CIRAS, du Centre d'incubation et de recherche-action en économie sociale et solidaire. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. J'ai également le plaisir d'accueillir une chef d'entreprise. On en a 2. On a la chance d'avoir 2 femmes entrepreneurs sur ce plateau. Elle est également fondatrice ou plutôt vice-présidente du réseau de femmes leaders du Maghreb. Houda Farah Ghessous, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et de participer à ce débat. J'ai également le plaisir d'accueillir la présidente et les cofondatrices d'Estem Maroc, qui a pour slogan A Girl Today, a Leader Tomorrow. Elle est également entrepreneure et aussi dans le conseil. Nezha Lagrissi, bonsoir. Bonsoir Khadija. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Marhaba à vous, mesdames. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir un plateau 100% féminin. Et au-delà du volet empathie et compassionnel, de quelle autonomisation des femmes parle-t-on en 2023? Professeur Kshirid, je vois déjà la réaction avec les expressions non verbales. Généralement, on associe cette autonomisation à un aspect un peu compassionnel, parce que ce sont les femmes, et parce que elles sont un peu plus faibles et qu'on doit les aider. Mais au-delà de ça... Oui, en fait, la question de l'autonomisation économique des femmes est un problème crucial aujourd'hui au Maroc. Ce n'est plus une question de militantisme ou d'empathie envers les femmes, à mon sens. C'est une question d'abord de croissance et de développement. Puisque aujourd'hui, si les femmes ne prennent pas pleinement leur place dans le monde socio-économique, ça va impacter la croissance et le développement de ce pays. C'est exactement ce que nous vivons. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux par le gouvernement et par les instances nationales. Voilà. Est-ce qu'on est face à une problématique d'échelle temporelle ou ça va être plus... c'est plus amené à être à long terme? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore réglé les problématiques de base structurelles. Il y a un vrai problème de société, de culture. Comment est-ce qu'on peut parler d'autonomisation? C'est comme si on donnait à la femme son droit qui normalement lui va pleinement de droit constitutionnel. Et de dire qu'on va faire de la discrimination positive, si on était à un pied d'égalité et d'équité,
selon nos textes de loi. On n'aura pas à faire de l'autonomisation et de parler de empowerment. Elle a déjà son pouvoir, mais elle doit le vivre pleinement. Et ça, c'est un problème, pour moi, c'est un problème beaucoup plus culturel qu'autre chose. Donc c'est un phénomène sociétal ou tout simplement on est devant des problématiques de croissance économique comme l'évoquait professeur Chéridi? Un problème sociétal qui va entraîner tous les autres problèmes, économiques, sociaux, culturels, ainsi de suite. Okay. Donc il y a des retombées, on a un manque à gagner sur le PIB, sur déjà cette énergie qu'on dépense pour demander des droits qui nous sont déjà propres. Oui, alors ce ne sont pas les programmes, j'ai envie de dire, qui manquent pour encourager. Il y a ce programme national intégré d'autonomisation économique des femmes à l'horizon 2030 pour ne citer que celui-là. Alors, Nzal Ghrissi, vous êtes attaqué à la racine du problème ou de la problématique, c'est-à-dire dès l'enfance. Quelles sont les failles que vous avez d'abord identifiées et la méthodologie que vous avez mise en place pour les attaquer? Parce que, en gros, vous accompagnez les jeunes filles, n'est-ce pas? Exactement. Donc là, on ne parle pas déjà d'autonomisation économique, mais déjà de trouver leur place dans la société. Alors, quelles sont les failles que vous avez identifiées et comment y avez-vous répondu? Alors déjà, Khadija, je pense que notre pays a vécu un moment historique avec le nouveau modèle de développement. Nous avons aujourd'hui un cadre, c'est une vision qui nous projette à l'horizon 2035. Et on est parti d'un constat très simple. Une petite fille qui a 8 ans aujourd'hui aura 20 ans en 2035. Elle sera face à ce choix. Est-ce qu'elle va travailler? Est-ce qu'elle ne va pas travailler? Est-ce qu'elle aura la possibilité de travailler? Donc, Este Morocco œuvre depuis 10 ans à travailler avec la tranche d'âge de 8-18 ans, avec les jeunes filles. Alors, les failles identifiées, je pense que les constats, on ne tarit pas de rapports et de constats. On parle de contexte socio-culturel, on parle de stéréotypes, on parle de développement intrinsèque et culturel de la fille. Et on parle aussi d'accès à l'infrastructure. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore un accès égalitaire aux infrastructures d'éducation. Une ville grande comme Rabat, comme Casa, est certainement mieux outillée qu'une localité comme El Mres ou Boulmen ou Jniba, par exemple. Alors, nous, la méthodologie que nous avons prise, c'est de dire que l'autonomisation, pour nous, c'est d'abord une question de mindset. Okay. Autonomisation, directement pour nous, c'est une autonomisation, ou plutôt une capacité à prendre des décisions pour le choix de sa carrière et de sa vie personnelle. Donc, le modèle que nous avons instauré, c'est d'abord utiliser la technologie. Nous avons une histoire probante. Depuis 9 ans, nous représentons une compétition internationale et nous avons constaté qu'il fallait uniquement communiquer sur un lien, sur les radios, les canaux et la télé. Et nous avons eu un engouement énorme de filles qui se sont inscrites de Missour, de Zagora, de Oujda, de Laayoune, pour participer à une compétition technologique. Cette observation nous a instauré une idée de construire une plateforme digitale, de miser à fond que le digital sera le moyen d'aller repêcher les filles là où elles sont. Et bien sûr, il faut leur amener l'infrastructure. Donc, à petite échelle d'une association, nous avons travaillé avec des partenaires pour créer des centres digitaux en collaboration avec des associations, des plus grandes aux plus petites. Et nous les avons équipés d'ordinateurs et elles ont fourni les salles avec du Wi-Fi. Et je peux vous garantir que l'innovation qui se dégage de filles du rural, quand on leur donne la chance de s'exprimer, d'appréhender la technologie d'un côté simple, elles s'expriment, elles pensent des idées, elles veulent développer des applications mobiles. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voulons nous inscrire dans une approche positive, de ramener des solutions. La tâche, elle est énorme, les statistiques sont énormes, les programmes, le gouvernement fait ce qu'il peut, la société civile fait ce qu'elle peut. Et je reviens au nouveau modèle de développement qui nous invite à une réconciliation nationale, que chacun fasse sa partie et espérons que le tout puisse prendre. Oui, mais vous avez parlé de chiffres. Quand on voit le taux d'activité de la femme par âge, par exemple, en pourcentage, on a les 45-59 ans qui sont dans
ça, ce sont les chiffres du HCP, la dernière enquête nationale sur l'emploi. Les 45-59 ans, vraiment, les chiffres sont assez contradictoires. C'est-à-dire que les femmes, entre 45 et 59 ans, on a un taux d'activité qui est de 25%, et les 15-24 ans, il est à peine de 12%. En sachant que ces chiffres-là sentent le taux d'activité a reculé ces 20 dernières années. Pourquoi, professeur Kchirit? À mon avis, il y a plusieurs facteurs. En fait, il ne faut pas prendre les chiffres tels qu'ils sont. Il y a plusieurs explications. Je pense que globalement, les chiffres qui sont annoncés par les différentes enquêtes du HCP et autres parlent de l'activité formelle des femmes. Voilà. Je voulais venir à cela. Voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas nommer qu'en fait, celles qui subissent le plus l'informel au Maroc, ce sont les femmes. C'est celles qui travaillent le plus dans l'informel. Absolument, et dont on ne parle pas. D'une part, d'autre part, il y a également, et ça c'est énorme, je veux dire l'activité informelle au Maroc, et dans laquelle exercent beaucoup les femmes, est très importante. D'une part, d'autre part, il y a beaucoup de femmes également, qu'en fait, qui sont au foyer, qui s'occupent de leur famille, malgré le fait qu'ils aient fait des études, etc. Et ce travail, il n'est pas comptabilisé, on n'en tient pas compte. Plus toutes les femmes qui œuvrent d'une manière bénévole dans les associations, etc., et qui font un travail remarquable de cohésion sociale, etc., et dont on ne tient pas compte. Donc, il faut regarder les chiffres, d'où on les prend et quelle est leur valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que le taux d'activité des femmes en milieu rural est plus élevé qu'en milieu urbain. Parce que les femmes dans le milieu rural, elles se contentent d'un certain nombre d'activités dans l'agriculture, dans l'artisanat, etc. Mais c'est quand même beaucoup dans l'informel, sachant que dans l'urbain, par exemple, la population 15-25 ans, souvent, c'est des filles qui continuent à se former encore et à faire des études. Celles qui sont de 45 au-delà de 45 à 60, il y a l'espérance de vie. Donc, qui a augmenté. Qui s'est allongé pour les femmes. Qui s'est allongé pour les femmes. La mortalité infantile s'est améliorée, etc., etc. Donc, ces facteurs, ces chiffres, il faut quand même les regarder avec un peu plus de précaution au niveau de l'analyse globale, au lieu de dire juste... et je pense que véritablement, c'est à ça que le gouvernement doit s'attaquer. Justement, je pense que les évaluations qu'on a à ce niveau, au niveau international, elles sont impactées par tous ces facteurs-là. Donc moi je dirais, il y a une action très rapide qui peut impacter ce taux. C'est l'accompagnement des femmes qui exercent une activité dans l'informel pour qu'elles se formalisent. Rien que ça, je veux dire, à travers... Ça, c'est un problème structurel à toute l'économie, sans question de genre. Hein. Oui, mais les femmes plus que les hommes. En effet. Voilà. Mais aujourd'hui, elles ont un savoir-faire. Il faut capitaliser sur ce savoir-faire pour exercer des activités, soit sous forme de coopératives ou d'entreprises, etc. Et c'est facile à faire. Nous allons y venir, parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Alors, juste par rapport au taux d'activité des femmes et au nouveau modèle de développement que vous avez évoqué, Nzahal Rissi, on parle d'un objectif de porter le niveau actuel de 25% en 2025 à 45%. De le porter à 25% en 2025 et à 45% en 2035. Oui. Bon, sans parler des femmes chefs d'entreprise. C'est une ambition très ambitieuse. L'entrepreneuriat féminin en chiffres Rodexos, on parle de 16% des entreprises actives au Royaume qui sont dirigées par des femmes. C'est très faible. Dont la vôtre. Dans les miennes. Et c'est très faible. Les vôtres, pardon. C'est très faible par rapport à la moyenne, on va dire, africaine, parce que l'Afrique en général, c'est le champion de l'entrepreneuriat féminin. Sur plusieurs pays, on est mieux classé que la moyenne, on va dire, continentale est meilleure que celle européenne ou américaine. On parle d'un niveau de 56%. Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, normalement, culturellement, qui est très important. Et maintenant, on vient en Afrique du Nord et ces taux baissent drastiquement sur nos pays. Il y a eu beaucoup de conférences. J'ai été à plusieurs conférences. On a débattu de cette question. Pourquoi l'entrepreneuriat féminin? Pourquoi l'emploi ou le sous-emploi des femmes? Encore une fois, c'est une question d'infrastructure et c'est une question de dispositifs qui puissent donner plus. Dispositifs de quelle nature? Je vais vous expliquer. Une femme, je vais parler de l'emploi et de quelqu'un que je connais personnellement, qui était employé, qui a décidé de fonder une famille, de se marier, d'avoir des enfants. Elle a eu son enfant et il a repris le travail. Son salaire, exclusivement, elle ne couvre même pas les frais de la nounou.
ou la garderie, le transport, et ce qui va avec les coûts qui sont liés étroitement à son activité. Donc en fin de compte, elle va laisser son activité, parce qu'elle n'a pas accès à une garderie moins chère, ni une garderie au sein de l'entreprise, et donc ces dispositifs vont faire en sorte que le taux d'activité va diminuer. Si on n'a pas, nos enfants, ils ne sont pas bien entretenus, comme on le veut, il y a il y a beaucoup d'exodes, il y a beaucoup de mouvements de personnes qui se marient. Mais pourquoi les hommes ne demandent pas ça? Pourquoi c'est aux femmes de demander qu'il y ait des garderies pour garder leurs enfants dans les entreprises et autres? Pourquoi les hommes ne demandent pas ça? Ils ne sont pas au courant. Hein. C'est leur femme qui s'occupe des enfants, malheureusement. On a attribué des rôles. C'est ce travail-là dont je parle tout à l'heure. On a attribué des rôles au niveau de la société. Et si on veut faire une rupture avec ce qui se faisait avant, ça ne va pas marcher non plus. Donc il faut accompagner cette transition. Il y a eu plusieurs modèles. On a parlé de modèle finnois, on a parlé de modèle turc. Par exemple, en Turquie, ils ont instauré, au-delà d'un certain nombre de personnes en entreprise, il faut avoir une garderie pour Mais on parle que de 20% pour les salariés, que de 20% des salariés qui sont des femmes, en moyenne. Ça dépend des secteurs d'activité, mais réellement, il y a beaucoup d'informels. Moi, je vous le dis, moi j'ai été dans plusieurs secteurs d'activité, il y a énormément d'informels. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai vu une étude passer le mois dernier, on parle de 77% de taux d'informels au Maroc, c'est alarmant. On parle d'un poids de 30% du PIB, hein. C'est dire déjà, en termes de valeur, selon la dernière enquête de Banque El Maghreb. Oui, professeur Kchiri. Alors, moi je pense que c'est une problématique complexe et systémique, en fait, qui touche à la fois les questions de mentalité, les politiques publiques, mais également l'accès des femmes au foncier, l'accès à l'information, l'accès au digital, l'égalité accès à l'emploi, comme elle a dit Madame, l'organisation de la société qui permet à cette femme de se libérer de ses tâches ménagères pour pouvoir travailler et sereinement. Hein, dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une approche systémique. N'en parlons pas également de toutes les formes de discrimination auxquelles les femmes font face en termes de violence économique, sociale, etc. etc. C'est une problématique systémique. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a œuvré pour la création de la fédération Réseau Femmes, qui est composée de 30 associations, qui œuvrent dans différents domaines, mais qui sont tous imbriqués et tous en lien, pour pouvoir chacune agir à sa place et faire en sorte que on puisse apporter un certain nombre justement d'appuis pour que la situation des femmes s'améliore. Parce qu'on est toujours dans le diagnostic, on est toujours dans, j'ai pas envie de dire la victimisation, mais est-ce que effectivement pour aussi changer ce mindset, il faut qu'on sorte, qu'on sorte un peu de de voir la femme, encore une fois, parce qu'on fait appel à l'émotion en disant vraiment, quelle est l'approche alternative selon vous, Nzal Ghressi? Alors, c'est justement, vous avez cité, Khadija, le mot-clé, la victimisation. Nous, on préfère inculquer des valeurs qui sont issues de tout un parcours professionnel. Je m'explique. Aujourd'hui, demandez à n'importe quel patron d'entreprise sur quels critères vous allez recruter, homme, femme. Et souvent, la réponse, c'est sur l'attitude. Donc, on voit même des boîtes internationales qui recrutent même des jeunes sans diplôme. Donc, aujourd'hui, il y a une question fondamentale. Quels sont les soft skills? Quel est le mindset d'une personne employable? Et là, nous avons choisi 4 valeurs. La première, c'est apprendre par l'expérience, connaître la valeur du temps, persévérer malgré l'échec et donner à la communauté. Et aujourd'hui... Ça, on n'a pas. Hein. Là, vous avez nommé 4 points essentiels qui n'existent pas dans notre... c'est pour ça qu'on commence à 8 ans. Pas culture, peut-être si ça existe dans notre culture, mais dans notre quotidien, que ce soit à l'école ou ailleurs d'ailleurs. Effectivement. Alors, aujourd'hui, quand on voit les histoires de succès, oui. je reviens à l'entrepreneuriat, mais parlant juste d'un ou une employée qui évolue en entreprise, ils rentrent au bout d'un cycle universitaire et puis ils évoluent. Les critères majeurs de leur évolution, c'est d'abord les langues, l'anglais, le français, mais principalement l'anglais est une langue
très très importante et c'est heureux de voir que notre pays est en train de prendre ce virage. Je crois que la jeunesse, elle l'a pris avant que les autorités publiques exactement, si je pouvais vous dire le nombre de filles... Elles ont même quelques années, voire une décennie de retard. On avait déjà parlé sur ce même plateau il y a quelques années déjà, mais on sent que les jeunes Marocaines et les jeunes Marocains sont très anglophones. Ils s'y mettent effectivement d'une façon autonome exact. Et mettant toute la discussion dans un cadre international. Aujourd'hui, le Maroc n'évolue pas tout seul. On parle de technologie, on parle maintenant d'intelligence artificielle. C'est bien de voir qu'aujourd'hui, même si 2 femmes sur 10 travaillent dans le formel, quand même 6 femmes sur 10 sont alphabétisées, donc il y a eu des efforts énormes. Malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus juste de savoir écrire, lire et compter, mais d'avoir accès à l'outil digital et savoir l'utiliser pour créer de la valeur. Et encore, maintenant, nous sommes en train de vivre l'intelligence artificielle qui est en train d'envahir à une vitesse extraordinaire tous les secteurs d'activité. Donc, c'est d'un devoir national que tout le monde se mette au digital. Alors, où le digital serait utile à solutionner cette problématique dont nous parlons, c'est de faire découvrir aux jeunes filles, partout dans le Maroc, les potentialités des futurs métiers. On dit souvent qu'il y a des métiers qui vont complètement disparaître et d'autres qui n'existent même pas, qui vont se créer dans les années à suivre. Ce qui fait que ce que nous apprenons, c'est plus un esprit entrepreneurial, ce n'est pas forcément pour créer une entreprise, mais plutôt s'outiller et s'expérimenter à un mindset de prise d'initiative, d'échec et rebondir, d'expérimenter les choses au lieu de les prendre d'une façon théorique. Sans devoir quitter le foyer familial. Parce que sans devoir le quitter, c'est l'un des facteurs qui font que les jeunes filles, notamment dans le milieu rural, ne poursuivent pas leurs études supérieures. Tout à fait. Exact. Moi, je vois des exemples. Moi, j'ai Amina à Boulmen qui s'est inscrite. Elle a évolué dans une petite ville, un milieu modeste, et qui s'est inscrite dans la Dubai Future Foundation. Elle a son certificat, elle parle très très bien anglais et elle a soif, elle est avide d'apprentissage pour faire des choses. Donc aujourd'hui, une façon économique de solutionner la chose, c'est de dire le marché, c'est pas le Maroc, le marché, c'est le monde. Aujourd'hui, en compétences digitales, il y a de plus en plus de demandes. Il y a des pays qui sont leaders, mais qui sont à court de compétences d'ingénierie dans leur propre pays et qui viennent aujourd'hui pêcher dans les compétences marocaines. Oui, mais du coup, nous, on en a besoin aussi de ces compétences. On peut aussi aller les chercher. Si on a des projets véritablement importants et créateurs de valeur, la compétence aujourd'hui, elle se vend. Elle se mondialise. Absolument, on peut aussi aller les chercher. Il faut leur donner le terrain et l'occasion pour venir. Bon, après, je ne sais pas ce qu'en pensent les chefs d'entreprise, parce que moi, j'ai eu des chefs d'entreprise sur ce même plateau. C'est la galère. Avant, on parlait de galère pour trouver un emploi. Maintenant, c'est la galère pour trouver la perle rare. Ou c'est même pas. Enfin, c'est le cas. Justement, Houda Farah Hsous, vous êtes chef d'entreprise, parce que c'est bien d'avoir les deux perspectives aussi. Hein. Nous, on a du mal à trouver les bonnes personnes pour les bons postes. Premièrement, parce qu'il y a un grand décalage entre les diplômes et nos besoins. En termes d'entreprise, vous l'avez bien dit, il y a des avancées technologiques qui sont importantes. On n'a plus besoin de faire des choses répétitives, on a besoin de solutionner, de trouver des solutions à des problèmes et d'avoir un esprit d'analyse et de critique et de communication et d'aller vers l'autre et de prise d'initiative. Et donc à la fin, je leur dis, pour le recrutement, je leur dis une personne qui a le bon sens et qui a une bonne gestion de temps, qui sait gérer un projet et qui sait travailler en équipe. Oui. C'est tout. On n'a plus besoin, tout ce qui est technique, on a des outils qui facilitent la vie, on a des ERP, on a plein de choses qui peuvent nous assister, mais on a besoin de ces personnes, ces perles rares, et on a du mal à recruter. Moi, je suis aussi consultante et on fait des analyses de plusieurs chaînes de valeur. Par exemple, sur la chaîne de valeur de l'offshoring au Maroc, il n'y a pas de problème. On est à court d'ingénieurs pour pouvoir les intégrer sur les grands projets, que ce soit pour les sociétés marocaines ou des sociétés qui sont là, qui sont implémentées au Maroc pour pouvoir avoir accès à ces personnes qui sont formées. Par contre, on n'a pas assez de personnes formées. Et donc, c'est là où c'est important de rediriger, au lieu qu'on fasse que des écoles de commerce et de vouloir faire que des chefs d'entreprise pour les prochaines décennies, de dire on va miser un peu plus sur l'intelligence artificielle, on va miser un peu plus sur la cybersécurité, on va du codage, de plein de choses et de développer des compétences et des chaînes de valeur très intégrées au Maroc.
Voilà, donc il y a quand même un décalage, vous l'avez bien dit, nos jeunes ils parlent anglais depuis 10 ans, voire 15 ans, alors que maintenant on commence à mettre un peu plus d'anglais, sachant que sur les écoles privées, c'est à partir de la grande section. Oui, mais c'est là où, encore une fois, il y a cette fracture qui se creuse. On parle de fracture digitale, mais au-delà de ça, c'est une fracture linguistique, c'est une fracture de skills. Mais effectivement, heureusement qu'il y a des programmes qui font que cette fracture est minimisée, même à petite échelle. Bien sûr, on aimerait que ce genre de programme, tel que le vôtre, Nzal-Reti, soit généralisé un peu. Mais ce qui m'amène à ma prochaine question, parce que là, bon, on connaît le diagnostic, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais bien savoir quelle politique et programme pour réduire ces fractures et pour réduire ces écarts. Professeur Chérif. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'accompagnement de l'informel. C'est une urgence. Je pense que ça peut avoir des impacts rapides et efficaces. Vous pensez que le plan d'égalité 2023-2026 annoncé par le gouvernement va dans ce sens? Est-ce que vous pensez qu'il s'attaque à cette question d'informel et il comprend l'essence de ce besoin vital aujourd'hui de l'autonomisation économique des femmes? Honnêtement, je ne sais pas si le plan gouvernemental s'attaque à cette question. On sent qu'il y a des efforts, en tous les cas, en matière d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives. Ce que je vois dans le plan gouvernemental, c'est que bon, il va quand même toucher tout le monde d'une manière transverse, je dirais horizontale, verticale, le secteur public, privé, les associations, les entreprises, etc. Donc ça, c'est une dynamique, mais c'est pas la première fois où le Maroc lance une dynamique pareille. Donc c'est pour ça que je dis attention qu'on ne soit pas encore dans un plan où on va répéter des choses. Soyons pragmatiques. Comment on peut être pragmatique? Comment produire de l'impact? Alors pour moi, de l'impact et de manière durable et pérenne. Parce que c'est là. Alors pour moi, il ne s'agit pas que d'un mandat gouvernemental. Là, on est en train de parler que ces jeunes filles qui ont 8 ans aujourd'hui, elles auront 20 ans en 2035, dans 12 ans exactement. Oui, pour moi, agir sur l'informel, c'est très pratique, ça peut apporter des résultats tout de suite. Deuxièmement, c'est la digitalisation. Alors, aujourd'hui, effectivement, on voit aussi des projets en faveur de la digitalisation, mais il faudrait que tout le monde puisse accéder au numérique. C'est-à-dire que, par exemple, dans le rural, les gens n'ont pas toujours les moyens pour accéder à Internet et l'équipement, etc. Donc, comment faire? Donc, pour que tout le monde puisse... les femmes, même si elles ne sont pas éduquées, elles savent utiliser le digital. Il suffit juste le mettre à leur disposition. Donc ça, je pense que c'est des choses qui peuvent agir à grande échelle pour toucher tout le monde. Maintenant, il y a également les inégalités régionales. Par territoire, merci. Par territoire. Voilà, ouais. Il y a 4 régions qui contribuent à 75% du PIB. C'est absolument pas normal. Comment toucher toutes ces femmes qui sont dans les autres régions? Et c'est des régions riches. Donc là aussi, je pense que la transition numérique s'impose pour pouvoir aller sur le terrain. Parce qu'il y a des compétences locales très importantes. Et ces compétences locales qui existent et qui sont ancrées chez les femmes depuis très très longtemps autour de métiers précieux pour le Maroc. Il suffit de les organiser, de les formaliser, de les accompagner. Vous savez, moi, au niveau de l'accompagnement, nous, on a une expérience. Parce que moi, je dirige un incubateur. Vous ne pouvez pas imaginer comment les femmes, elles ont peur quand on leur parle de créer une structure juridique. Elles ont peur de l'administration, elles ont peur des formalités administratives. Elles s'imaginent... Elles n'ont pas tort non plus. Voilà, elles s'imaginent que créer une coopérative, les membres de la coopérative vont venir partager le résultat avec elles. Donc il y a une méconnaissance, une difficulté d'accès à l'information. Je ne parle même pas aussi d'accès à ce qu'on appelle les produits et services financiers. C'est-à-dire l'accès au financement. Au financement. Parlons-en. Oui, tout à fait. C'est un des freins majeurs. Et ça, c'est pas que au Maroc. Ouais. Je pense que c'est un des points communs avec nos frères de tout le continent et nos frères et sœurs de tout même Afrique. Afrique. Non. L'accès au financement en Afrique. Il y a certains pays qui sont leaders en Afrique pour l'accès au financement parce que justement, il y a cette... Féminin. Il y a ce mindset qui a changé. Et le mindset est très, très important. C'est vraiment très important. On laisse peut-être professeur Chérif finir. Alors je disais, donc l'accès au financement, l'accès au foncier, parce que le partage du foncier,
parce que c'est vraiment une difficulté aussi pour que les femmes puissent avoir un local, etc. Et l'accompagnement, parce que, comme je vous ai dit, sincèrement... L'accompagnement par qui? Par l'État, par la société civile? Je pense qu'il faut donner les moyens aux acteurs locaux sur les territoires. Collectivités territoriales. Les collectivités territoriales qui peuvent, en fait, avec les acteurs locaux, les ONG, accompagner toutes ces populations. Mais il faut absolument qu'on aille sur le terrain, qu'on ne reste pas uniquement dans les plans et dans les... La stratégie, c'est une chose, mais il faut absolument de l'opérationnalisation. L'opérationnalisation, vous la portez, parce que vous représentez cette société civile. Oui. C'est le cas aussi de Nzhal Ghrissi. Est-ce que vous vous êtes retrouvés un peu dans ce plan qui a été annoncé par le gouvernement pour notamment réduire cette fracture numérique? Est-ce que vous pensez, ou quels sont aussi les moyens de généraliser cet accès à la digitalisation? Parce qu'on l'a vu pendant la Covid-19, ça a vraiment démontré que cette fracture numérique est très importante chez nous. Alors comment la réduire? Alors, toutes les initiatives gouvernementales, elles émanent d'une réflexion, d'un diagnostic, avec des moyens importants, et elles sont à saluer. Que ce soit le projet Aourache, qui a eu une première phase probante avec plus que 100 000 personnes, je pense, qui ont bénéficié et qui se lance dans sa deuxième phase, que ce soit le projet GISR, que ce soit Força. Je pense, Khadija, qu'il faut inverser un petit peu la donne. Au lieu de poser la question « que peut faire notre pays pour nous ?», se poser la question « que peut faire chacun de nous pour notre pays ?» Ça, c'était Kennedy qui avait dit ça. Tant mieux. Ce n'est pas ce que peut faire votre pays pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Oui. Et je pense que vraiment l'approche est très intelligente et vous faites bien de souligner cela. Vraiment. Parce que le problème, il est complexe. Oui. Aucune partie ne peut le résoudre toute seule. Oui. Et je voudrais revenir à la remarque de Houda tout à l'heure. En tant que chef d'entreprise, elle ne trouve pas les talents. Aujourd'hui, je voudrais mettre la responsabilité sur le secteur privé. J'ai évolué pendant pratiquement 25 ans de ma vie dans les corporates et dans le secteur privé, et je ne peux que confirmer cela, mais il y a aussi une responsabilité sociétale que l'entreprise devrait jouer. On ne peut pas attendre jusqu'à ce que le lauréat ou la lauréate sorte de l'école pour se surprendre et dire ils n'ont pas les compétences pour intégrer. Aujourd'hui, j'invite à un rapprochement entre le secteur privé et la société civile. La société civile, c'est les grassroots, c'est les gens qui sont en contact du terrain. C'est là où l'initiative ou le volontariat peut créer cette émulsion émotionnelle de collaboration. Et puis le secteur privé qui veut récupérer des talents marocains, femmes et hommes de qualité, devrait s'impliquer. Aujourd'hui, quand on donne la chance à une petite fille d'aller visiter une entreprise, parler à un patron ou une patronne, voir un rôle modèle d'une femme, par exemple, qui est partie d'un village et qui a eu une histoire de succès, c'est ça ce qui allume l'étincelle, d'où le nom de notre plateforme Étoile brillante, titrite, parce que c'est l'affaire de petites étincelles qu'on peut allumer à droite et à gauche. Et aujourd'hui, si on prend la CGM, elle compte pratiquement 45 000 entreprises, dont 5% sont de grandes entreprises, ça veut dire au-delà de pratiquement 150 employés. Donc, directement, on voit qu'il y a un fief de potentiels mentors. Toute personne qui est aujourd'hui en, on va dire, 2 ans d'expérience, elle a quelque chose, de par son expérience, à raconter à une petite fille. Rien que la semaine dernière, j'étais dans un cercle, on fait des petits cercles de mentorat, où on va réunir, c'est par Zoom, on va réunir des petites filles de Sidi Qassem, de Kaza, de Mdiouna et Oujda, et on parle de leurs rêves. C'est ça l'idée de départ. Et Ikram à Sidi Qassem, elle est brillante, elle a 17 de moyenne, elle passe en bac l'année prochaine, et elle a une telle confusion, je veux être soit médecin, soit ingénieur. Alors que les champs sont complètement différents. Et ce que nous, on invite le secteur privé, c'est à se manifester. On demande 1 heure de mentorat pendant 6 semaines. Message à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui nous regardent. 1 heure de votre temps. Voilà. Je sais que 1 heure du temps d'un chef d'entreprise, surtout avec un chiffre d'affaires avec autant de zéros, compte, mais ça compte aussi pour les prochaines générations et pour la croissance et pour la génération future des Marocaines et des Marocains. Il n'y a pas besoin forcément d'un chef d'entreprise. Les employés d'une entreprise peuvent jouer le rôle de ce mentor et d'accompagner les filles juste à apprendre à comment gérer ce projet.
je veux être médecin ou ingénieur, le minimum, c'est qu'on puisse ramener un médecin, une ingénieure, qu'ils parlent de leur vécu, de leur choix, de quelles écoles elles ont faites. Donc aujourd'hui, c'est ça le cœur de la plateforme digitale qui est aujourd'hui prête. C'est pour créer cette émulsion, mais nous, on a une ambition assez importante, c'est toucher 50 000 filles à l'horizon 2025. Il nous faut 10 000 mentors. Le pool, il existe. J'ai dit, la CGM, un potentiel de plus que 45 000 employés aujourd'hui. S'ils acceptent de donner 1 heure de leur temps pendant 6 semaines, ils peuvent créer une grande différence dans la vie d'une petite fille. Et cette méthodologie ou cette façon de faire a montré ses résultats ailleurs. Est-ce que vous êtes inspiré d'un modèle qui a réussi dans d'autres contrées, modèle inspirationnel? On sait que c'est très anglo-saxon comme approche. Est-ce que c'est un modèle qui a marché ailleurs et que effectivement peut donner des résultats ici au Maroc? Juste, j'insiste comme ça. Alors effectivement, nous sommes inspirés. Result-oriented, en tout cas. Nous sommes inspirés du modèle d'un programme que nous représentons depuis 9 ans qui s'appelle Technovation. Technovation, c'est la plus grande compétition au monde pour filles juniors, pour développement d'applications mobiles entre 8 et 18 ans. Et donc, le seul critère pour y accéder, c'est d'être une fille entre 8 et 18 ans. Et puis tout le reste, c'est la collaboration entre des associations partout dans le monde qui se sont alignées sur le même programme, le même timing, pour pouvoir accompagner ces filles. Et on déroule un curriculum commun. Et c'est cette force de la cohésion et de s'aligner sur un même programme qui a donné des histoires extraordinaires. C'est des filles, je pourrais vous passer des vidéos, Khadija, sur des filles dans le rural qui parlent d'idées de support pour les coopératives féminines avec des compétences digitales, d'idées de commerce électronique pour commercialisation d'objets qui ne sont plus utilisés dans une famille pour le bénéfice d'une autre famille qui en a besoin. Donc, moi, mon expérience depuis ces 10 dernières années, avec une équipe extraordinaire et des volontaires qui nous ont soutenus, je suis émerveillée par la qualité des compétences qui se dégagent de ces jeunes filles partout dans le Maroc, une fois on leur donne un environnement de respect, de valorisation et de juste liberté de s'exprimer. Oui. Moi, je voulais intervenir par rapport à l'entrepreneuriat. Vous avez parlé d'entrepreneuriat et Nisa a parlé de qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je suis aussi engagée dans la société civile à travers plusieurs associations. Mais nous avions plusieurs formats pour pouvoir transmettre et faire connaître un peu ce qui se passe au Maroc. Il y avait le forum des métiers. Donc, on allait dans un lycée qui a de l'espace et on fait intervenir des chefs d'entreprise qui vont raconter leur parcours et qui vont être en direct avec ces étudiants qui ont besoin de comprendre comment ça marche et comment ça se fait. Et figurez-vous que la majorité des étudiants que nous avons, ou encore ceux qui sont à l'OFPPT, ne savent pas comment ça marche. D'une façon, l'information existe sur Internet, mais sur des formats qui ne sont pas adaptés. Peut-être que c'est un problème de langue, peut-être que c'est un problème d'accessibilité ou de priorité, mais ils ont besoin, on est dans une société orale, et ils ont besoin de cette proximité aussi, de la narration. Et on a aussi fait plusieurs ateliers de prise d'initiative, les traits de l'entrepreneuriat, le travail en équipe, la cohésion de groupe. Et je me rappelle du GO, Global Entrepreneurship Week, et la semaine globale de l'entrepreneuriat qui a eu lieu à l'échelle internationale au mois de octobre-novembre. Et on intervient dans plusieurs établissements scolaires, secondaires et universitaires. Et je me rappelle, après quelques années, j'ai rencontré une personne dans une conférence de femmes entrepreneurs et qui m'a reconnue. Elle est venue me voir. Vous avez intervenu à Meknès lors du Global Entrepreneurship Week. Ça m'a donné envie de m'enregistrer sur un programme à Qatar. J'ai été sélectionnée, je suis partie. Maintenant, je suis chef d'entreprise et j'accompagne d'autres chefs. Pay it forward. Donc, ça fait plaisir. C'est des modèles qui marchent, c'est des modèles que nous avons vécus. Oui. C'est chacun dans sa région, en comprenant les besoins de sa région. On ne peut pas être tous entrepreneurs, on ne peut pas être tous dans le digital, on a besoin de tout le monde. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir un certain tout le monde qui soit engagé et qui travaille pour le bien-être de toute une nation ?
On a besoin de tout le monde. Oui, on a besoin de tout le monde, surtout que par exemple, quand on voit, et vous avez parlé tout à l'heure des coopératives ou des programmes d'accompagnement, certes, c'était une réussite, c'est toujours une réussite. Mais aujourd'hui, on arrivait à moi, je suis pas d'accord pour les coopératives, je suis désolée. À une maturité pourquoi juste je finis, peut-être, je suis intéressée par avoir votre feedback là-dessus. Mais juste, aujourd'hui, ces coopératives sont arrivées à une maturité telle que elles sont amenées à faire partie d'une chaîne de valeur. Et pour faire partie de cette chaîne de valeur, il faut que les industriels s'impliquent aussi, s'impliquent davantage. Pour vous, le modèle de coopérative n'est... Je vais intervenir et vous dire pourquoi moi je ne pense pas que ça marche. Premièrement, parce que je suis chef d'entreprise, je suis aussi formatrice et j'interviens sur pour des ONG internationales qui font des programmes de formation pour ces coopératives. Premièrement, l'intérêt de créer une coopérative c'est une entreprise. C'est juste une forme juridique qui soit beaucoup plus inclusive pour pouvoir répartir les charges et les bénéfices en fonction d'une façon équitable. D'accord. Donc, c'est comme chaque entreprise, on doit trouver une solution à un besoin. C'est les collectivités locales qui décident qui rentre dans une coopérative et on les pousse à créer des coopératives. Pas forcément un produit qui marche sur le marché. Ils vont sortir avec un produit qui n'est pas adapté au marché. Raison de plus, si les distributeurs s'impliquent. Moi, j'ai parlé des industries, il y a les distributeurs aussi. Si les distributeurs s'impliquent et leur donnent cet accès au marché, parce que c'est une question d'accessibilité au marché. Exactement. Est-ce qu'avant de créer la coopérative, ils sont partis voir ces distributeurs et leur dire qu'est-ce qui vous manque sur le marché ? Pardon. Qui va aller voir les membres de ces coopératives. Excusez-moi, donc, est-ce que je peux réagir sur ce que vient de dire madame ? Oui, juste le temps qu'elle finisse peut-être. Je termine parce que nous, on a intervenu il y a pas longtemps, l'année dernière, pour pouvoir faire l'accès au marché. Et donc, qu'est-ce que c'est que le marketing, la prospection, les techniques de vente et tout le reste. Ils ont créé... Quand est-ce qu'on crée une entreprise ? C'est après avoir un produit ou un client. Non, mais même les startups, elles ont le même problème. J'ai envie de dire. On a l'idée. On a l'idée et on a. C'est pour ça que effectivement. Et donc, s'intégrer sur des chaînes de valeur. Startups qui réussissent. Moi, j'ai fait aussi l'industrie agroalimentaire. On a besoin de ces coopératives en tant que fournisseurs. Oui. Et quand ils ont lancé ces programmes pour accompagner ces coopératives, ils leur ont dit vous pouvez gérer l'ensemble de la chaîne de valeur. Vous n'êtes pas que producteur, agrégateur pour les industriels. Non, vous pouvez exporter vous-même. Ils n'ont pas les capacités nécessaires, ils n'ont pas les compétences nécessaires et les industriels, ils ont besoin de ce produit. Mais le brief qu'il a été donné et les programmes, parce qu'il y a assez de programmes... on a plus de programmes que n'importe quel pays industrialisé, mais on peine à faire de la scalability, de créer vraiment de l'impact, que ça soit beaucoup sur l'informel. Et c'est là où je trouve que c'est pas bien pensé. C'est bien, moi je veux bien qu'ils travaillent. C'est dans son évolution, parce que la taille grandit. C'est dans son évolution que ça devrait être revu, dans le sens où il faut l'accessibilité au marché, plus d'accompagnement et réponse à une demande. Je vais vous donner un exemple. On était sur un salon, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Je connaissais la coopérative qui était devant moi, qui était dans les plantes aromatiques et médicinales. J'avais un client devant moi qui était industriel marocain et qui voulait faire de l'export et avait besoin de thym romarin basique. Donc j'appelle madame, je lui dis est-ce que vous pouvez fournir à monsieur même 500 kilos, 100 kilos, 200 kilos, on n'a pas... Il n'y a pas la quantité. Il n'y a pas la quantité. Il y a 20 personnes, on n'a pas la quantité. C'est pour ça que moi, je vous dis, c'est pas la création d'une entreprise de dire ces personnes sont là, elles sont actives, elles ne sont pas vraiment actives. Quand on leur demande, parce que moi j'ai posé la question, quelle est votre capacité journalière de production ? Ça dépend. Ça dépend de quoi, quand on termine le travail, quand on fait ça. Donc... Ouais, peut-être que point d'interrogation. Couper la poire en deux et vraiment essayer de s'amarrer un peu aux réalités de ces coopératives et de ces femmes qui évoluent dans ces coopératives et aussi à l'arrimage à l'économie de cette activité qui est créatrice de valeur et d'emploi et qui fait vivre des centaines de milliers de familles dans notre pays. Aujourd'hui, c'est une réalité, it's a fact. Oui. Professeur Kchiri, depuis tout à l'heure, je sens que vous avez envie de réagir, vous avez envie de rebondir. Donc, en fait, je vous laisse la parole. Je connais bien ce secteur. Je le connais même très, très bien.
puisque j'œuvre dedans depuis 25 ans. Il y a une méconnaissance totale du fonctionnement de la coopérative au Maroc. C'est très simple. Méconnaissance par qui? Méconnaissance. Juste on précise. Méconnaissance par qui? Par ces femmes qui tiennent ces coopératives? Oui, absolument. Moi, je vous le dis, il y a une méconnaissance du fonctionnement d'une coopérative sur le plan gouvernance, sur le plan légal, sur le plan comment faire. Parce que la coopérative, c'est pas 5 personnes. Parce qu'on voit souvent des coopératives qui se créent au Maroc avec 5 personnes. Généralement autour de la famille, des amis, etc. C'est pas ça le modèle de la coopérative. Oui. Le modèle de la coopérative, c'est 20 000, 30 000, 40 000 adhérents. Et donc, ce n'est pas uniquement la production, c'est le service. Aujourd'hui, la loi le permet. Donc, c'est quoi le service? Le service, c'est-à-dire dans le codage, par exemple, des jeunes qui savent coder peuvent créer une coopérative de service. Dans la communication, dans un tas de domaines. Donc, ce que vous dites ici, parce qu'il nous reste 5 minutes, ce que vous dites, c'est qu'il faut créer des espèces d'agrégations de coopératives pour qu'elles puissent marcher, pour qu'elles puissent avoir une force de frappe plus importante que celle qu'elles ont maintenant. Il faut déployer la connaissance et le savoir pour que les gens sachent comment fonctionner une coopérative et comment créer des coopératives de taille importante. Et non pas des agrégations de coopératives. Oui, et partout dans le monde, ce modèle marche très, très, très fort. Alors, et ça permet. C'est quoi le point d'inflexion, professeur Kcherit, de par votre expérience et dans la société civile en tant qu'enseignante? Alors, le business model, pour moi, c'est que, par exemple, celles qui s'occupent de la production, elles n'ont pas à s'occuper de la commercialisation. C'est ce que vous dites. Voilà. Elles produisent, d'accord, c'est une chose, ok, très bien, mais c'est la coopérative qui va chercher le marché, c'est la coopérative qui va développer une stratégie digitale, de la communication digitale, et c'est aussi la coopérative qui va créer le lien avec des startups innovantes qui vont pouvoir améliorer la production elle-même et la qualité du produit final ou du service. Donc, ce link-là, il faut le créer. Et ça demande tout un savoir-faire. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut déployer de la connaissance et du savoir pour que les gens sachent de quoi ils parlent. Donc, aujourd'hui, il y a un travail monstre à faire pour déployer cette connaissance et pour qu'on arrive à créer de grandes coopératives qui ont un impact réel. Et parce qu'en fait, quelqu'un qui est membre dans une coopérative, ça ne l'empêche pas aussi d'avoir une entreprise SARL sous une autre forme juridique, etc., etc. Il ne faut pas s'imaginer que parce que je suis dans une coopérative, ça y est, je vais rentrer dans quelque chose de précaire, une petite activité. Non, ce n'est pas ça le modèle de la coopérative. Il y a un travail énorme pour faire connaître. Et je vous dis, moi, je suis dans un incubateur et on vient de créer des coopératives et on a travaillé véritablement avec des femmes. Ça n'a pas été facile pour les convaincre, pour qu'elles sachent comment ça fonctionne. Par exemple, un directeur ou une directrice de coopérative, ce n'est pas lui qui décide, c'est les coopérants qui décident. Mais lui, il ne fait qu'exécuter. Oui. Mais ça, les gens ne le savent pas, malheureusement. Donc, voilà, je voulais réagir sur ça. Mais malgré cela, il y a eu quand même un effort très important au Maroc au niveau de la création du nombre de coopératives. Et aujourd'hui, c'est les structures les plus fiables sur lesquelles on peut se baser pour aller loin. Et ça, c'est le gros travail. Il a été fait quand même d'abord. Il faut ajuster, parce qu'au bout d'un moment, quelque chose d'existant, il faut de la maintenance, n'est-ce pas? Et de l'accompagnement et de développement. Voilà, avec son évolution, parce qu'elle évolue dans le bon trend. Un dernier mot, Nzar-Dressi, par rapport à cette question de coopérative. L'économie sociale et solidaire est un troisième pilier très important. Elle est amenée à évoluer de 2% de participation au PIB à 8%, avec un potentiel de génération de 50 000 emplois par an. Aujourd'hui, selon le LODCO, il existe pratiquement 6 700 coopératives 100% féminines, avec un total de 67 000 femmes. Donc, effectivement, c'est des petites coopératives d'une vingtaine de femmes, d'une dizaine de femmes par coopérative. Moi, je voudrais citer des cas concrets de ce qui se fait par la société civile, et notamment 3 partenaires. Donc, je voudrais citer, par exemple, l'association Wanama, qui va dans les régions, et elle va travailler avec des compétences urbaines marocaines, venant de Casa, Rabat, mais aussi de l'étranger, qui ont développé des connaissances en matière de gestion de l'eau, de gestion de la terre, et on va se déplacer chez ces femmes, les outiller, les équiper et faire un suivi régulier. Je voudrais saluer par exemple le réseau We4She, auquel je fais partie, qui non seulement il s'occupe de l'avancement de la représentativité féminine dans toutes les strates de l'entreprise, mais aussi un pilier solidaire où des femmes vont aller visiter des femmes qui tiennent des coopératives. Et sur 15 coopératives qu'on a visitées,
les mêmes problèmes reviennent. L'accès au marché, le stock, la matière première, le design et tout ce qui est juridique et légal. Donc aujourd'hui, j'invite vraiment que la compétence marocaine, qu'elle soit au Maroc ou à l'étranger, moyennant le digital, moyennant les moyens de communication, elle a un potentiel énorme de s'impliquer concrètement avec ces femmes, les accompagner au-delà de tout ce qui se fait comme programme avec les fondations externes, avec le programme gouvernemental. Mais il y a une émulsion et je dirais une cohésion très intéressante quand on travaille à l'échelle grassroots. On connaît Melika qui fait des œufs et puis on achemine tous ces produits pour les vendre à Rabat. On connaît des femmes dans un village précis, on va leur amener des poulets qui vont produire d'une façon plus intéressante. Donc, moi, je veux toujours m'inscrire dans l'approche positive. Un dernier mot, je reviens à réinstaurer la confiance nationale, que ça soit secteur privé, en ouvrant ses portes, en accueillant les jeunes, en primaire, collège, lycée. Aujourd'hui, Houda, il y a plus que 11 700 établissements privés et publics. Donc, les initiatives locales au sein d'un lycée ne peuvent pas toucher les 11 000 autres. Par contre, si on trouve un moyen de tout mettre sur des plateformes qui deviennent centrées autour de la fille, parce que pour nous, c'est la racine on va dire de cette réflexion, de se projeter dans une carrière, il y a moyen de toucher à l'échelle nationale. Merci beaucoup. Merci Nezha Al-Gharisi. Merci professeur Kchirid, Amina Kchirid, et merci à vous également Houda Gsous. Merci d'avoir enrichi ce débat et je vais finir vraiment avec un autre extrait du discours royal à l'occasion de la Fête du Trône 2022. Je cite: notre ambition est de poursuivre l'édification d'un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement. C'est pourquoi nous insistons encore une fois sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines. Et je pense qu'on a couvert tout ceci ce soir dans cette émission. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci à vous, Khadija. Et j'aimerais vraiment avoir de plus en plus de plateaux 100% féminins. Voilà notre message pour les femmes qui nous regardent. Merci à vous, en tout cas, pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.